Bonjour tout le monde. Excusez-nous du retard apporté au démarrage de cette activité. Alors, cette séance, comme vous l'avez vu, je crois, avec la banderole, c'est pour parler d'une association internationale appelée l'Internationale progressiste. Alors, avant de la présenter, je vous remercie toutes et tous d'avoir bien voulu assister à cette séance dans le cadre du Forum social ouest-africain. Je remercie plus particulièrement certains de mes jeunes frères, mes jeunes camarades qui sont aujourd'hui, qui ont fait le déplacement pour venir, nous ont fait l'honneur de venir malgré leur charge très lourde actuellement dans l'intérieur de notre pays, mais qui ont pris quand même le temps de venir pour assister à cette séance. Ousmane Baro et Hannibal Njim, deux jeunes PASTEF parmi ceux qui ont lutté dans ce pays pour que cette pas alternance, cette alternative ait lieu dans ce pays et qui travaillent tous les deux au niveau de la présidence, mais qui ont tenu à être présents. Donc je les remercie infiniment, Ousmane et Hannibal. Ici, il y a Djibi Gueye qui est en face de moi et d'autres camarades du Forum social sénégalais et africain. Je les salue toutes et tous. Ici, au niveau du podium, j'ai le grand plaisir de le partager avec mon vieil ami, mon frère de très longue date, Bakary Fofana de la Guinée. C'est un frère du Forum social mondial, Forum social africain, et qui a eu à exercer de très hautes fonctions dans son pays pendant la transition. Il fut ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Guinée. Et ensuite, il a présidé la CENI pendant la période de Alpha Condé, du président Alpha Condé. Et donc, il a tenu à venir assister au forum, malgré ses activités qui sont très intenses au niveau de la Guinée. Mon jeune frère, Jakaya Ouattara, aucune relation avec le président actuel qui cherche un 4e mandat. Jakaya Ouattara, c'est un de nos jeunes frères du Forum social africain, pour qui nous avons beaucoup de considération pour son engagement et surtout le respect qu'il a toujours manifesté à notre égard, le respect et l'admiration qu'il a manifesté à notre égard. Et c'est pourquoi j'ai voulu qu'il vienne ici au podium pour cette séance. Enfin, mon jeune camarade de FRAPP, qui est aujourd'hui le coordonnateur de FRAPP France Dégage, Souleymane Gueye, le coordonnateur donc de FRAPP, qui est aujourd'hui une des organisations avec lesquelles nous avons eu beaucoup d'activités au niveau des samedis de l'économie. On a organisé pas mal de choses avec FRAPP au niveau des samedis de l'économie. Et
Suleiman et Ousmane aussi qui est dans la salle. Ousmane Wade, c'est l'ancien coordonnateur de FRAPP qui est également dans la salle et que je salue pour sa présence. Les jeunes du Forum social africain, il y a Djabi Diallo et d'autres jeunes qui sont là et qui donc que nous remercions pour leur présence et surtout pour leur engagement dans le Forum social africain. Alors, je vous remercie toutes et tous et comme je l'ai dit et comme vous le voyez avec la banderole, c'est pour parler d'une association qui s'appelle l'Internationale progressiste. C'est une organisation assez jeune parce qu'elle a seulement 5 ans, c'est en mai 2020 qu'elle a été fondée par un groupe d'éminents intellectuels dont le professeur Noam Chomsky, je crois, de réputation mondiale en tant que linguiste, est probablement l'un des citoyens américains les plus progressistes que j'ai jamais connus. Parce que je me rappelle, il avait écrit dans les années 80, Noam Chomsky, il avait écrit un petit bouquin sur la politique étrangère des États-Unis. Et il a intitulé La culture du terrorisme. C'était dans les années 80. La culture du terrorisme. Et je pense qu'à la lumière de ce que le monde est en train de vivre aujourd'hui, à travers le génocide de Gaza, des Palestiniens à Gaza, avec le soutien inconditionnel des États-Unis, avec le soutien inconditionnel, la participation des États-Unis, je pense que le livre de Noam Chomsky, qui date d'il y a 40 ans, a été tout simplement, c'était une prémonition par rapport à ce que le monde est en train de vivre aujourd'hui. Et bien sûr, avec les agressions illégales contre l'Iran, les massacres contre des civils entre les États-Unis et l'État terroriste d'Israël. Je pense que donc la culture du terrorisme fait partie de la politique étrangère des États-Unis de tout temps. Alors, il y a d'autres, il y a Jérémy, je citerai Jérémy Corbyn, qui avait été Premier ministre britannique, Premier ministre travailliste. C'est l'aile gauche du Parti travailliste qui a été évincé par une coalition de droite. Et vous savez, l'actuel Premier ministre qui se dit socialiste, britannique qui se dit socialiste, qui est un des vassaux de Donald Trump. Et on l'a vu récemment avec vous qui avez suivi les nouvelles du sommet de l'OTAN à La Haye. Vous avez vu comment Trump s'est comporté, le mépris dans lequel il tient les Européens. Alors, donc, la mission de l'Internationale progressiste, c'est d'unir, organiser et mobiliser les forces progressistes à travers le monde pour contrer l'impérialisme, contrer l'extrême droite et le fascisme, parce qu'aujourd'hui le monde fait face au danger du fascisme. Et il y a juste quelques semaines, la Russie a commémoré le 80e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec la défaite du nazisme et des forces fascistes.
Mais il y a la résurgence du fascisme aujourd'hui, avec la montée de l'extrême droite. Nous voyons partout la montée de l'extrême droite, qui est au pouvoir en Italie, qui est aux portes du pouvoir en France, qui est au pouvoir aux Pays-Bas, en Autriche, et ainsi de suite. Donc il y a ce danger qui était au pouvoir au Brésil avec Bolsonaro. C'était l'ami de Trump. Et cette extrême droite a été galvanisée aujourd'hui avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Et toutes les forces d'extrême droite à travers le monde se disent, peut-être c'est le moment de se mobiliser contre le communisme, de se mobiliser contre le socialisme, de se mobiliser contre toutes les forces progressistes à travers le monde. Donc, les objectifs de l'international, c'est d'abord bâtir un vaste mouvement international. Toutes les forces progressistes, que ce soit le mouvement des travailleurs, des mouvements, des partis politiques, des mouvements sociaux, des nations en lutte pour leur émancipation. L'international veut rassembler toutes ces forces en son sein pour prendre en charge leur résistance à l'oppression, à la domination. Et notamment les forces qui se trouvent dans le sud global, parce que, en fin de compte, la cible de l'extrême droite, c'est surtout ces forces qui veulent s'émanciper et qui veulent recouvrer leur souveraineté et le contrôle de leurs ressources. Soutenir les peuples et nations en lutte. Et l'international progressiste a été l'une des premières organisations à soutenir l'Afrique du Sud dans sa plainte contre le risque de génocide par Israël au niveau de la Cour internationale de justice. Et dans ce cadre, dans le cadre du soutien à la Palestine, l'international progressiste a mis en place ce qu'on appelle le groupe de la Haye, dont fait partie notre pays. Ce groupe de la Haye comprend à peu près 9, il y a un peu plus de 10, j'ai mis quelques pays ici, mais probablement beaucoup plus, parce que je n'ai pas fait la mise à jour. Il y a 3 pays africains, l'Afrique du Sud, bien sûr la Namibie et le Sénégal, mais la majorité des pays, c'est en Amérique latine. Alors le groupe de la Haye va tout simplement mettre la pression sur les États, sur les institutions internationales, pour qu'Israël respecte les décisions prises par la justice internationale. Par exemple, vous vous rappelez, la Cour internationale de justice avait demandé à Israël de prendre des mesures pour que le risque de génocide ne se matérialise pas, comme l'avait dit l'Afrique du Sud, mais malheureusement, Israël n'en a pas tenu compte avec le soutien des États-Unis et des pays occidentaux. On a vu ce qu'Israël est en train de faire, les massacres quotidiens, le blocage de l'aide humanitaire, etc. Donc le groupe de la Haye vise à faire pression sur les pays et les États pour qu'Israël respecte les décisions de la justice internationale d'une part et les résolutions des Nations Unies. Parce qu'il y a eu des résolutions qui ont été prises à une écrasante majorité, mais Israël et son soutien principal, les États-Unis, n'en ont pas tenu compte.
Alors, troisième point, soutien au régime progressiste et anti-impérialiste. L'international progressiste, bien sûr, sa cible principale, c'est l'impérialisme. Et l'impérialisme incarné aujourd'hui, le chef de l'impérialisme, ce sont les États-Unis. Je crois que plus personne n'en doute. Ceux qui avaient encore quelques doutes, c'est le chef de l'impérialisme. Et le sommet de l'OTAN, qui vient d'avoir lieu aux Pays-Bas, démontre que c'est le chef de file de l'OTAN, un pacte agressif dirigé contre les peuples pour sauver le capitalisme qui est aujourd'hui dans une situation catastrophique. Et donc l'international progressiste vise à soutenir tous les pays, tous les mouvements qui résistent à la domination impérialiste, notamment en Amérique latine, Cuba, le Venezuela, la Colombie aujourd'hui. Pour la Colombie, est-ce que vous savez que les États-Unis ont révoqué le visa du président de Colombie? Ils ont révoqué le visa du président de Colombie. C'est pour vous dire le fascisme aujourd'hui avec Trump. Et plus encore, un ancien président de Costa Rica, prix Nobel de la paix, les États-Unis ont révoqué son visa également. Parce que tout simplement, c'est des gens qui critiquent la politique impérialiste des États-Unis. Vous savez ce que Trump est en train de faire aux migrants qui sont pourchassés dans leur maison, sur leur lieu de travail, et la plupart venant d'Amérique latine. Et donc, quand on critique ce genre de politique, tout de suite, ils vous révoquent votre visa ou ils font autre chose. En Afrique, il y a le cas du Zimbabwe. Le Zimbabwe avait entrepris une réforme agraire, comme vous le savez, du temps du président Robert Mugabe. Réforme agraire au moment de la victoire de la Révolution. 80% des terres, les meilleures terres, étaient entre les mains des Blancs, qui étaient à peine 10% de la population. Alors quand Mugabe a parlé de réforme, c'était une levée de bouclier, avec les sanctions, les boycotts de la part de la Grande-Bretagne et des États-Unis et d'autres pays occidentaux. Et aujourd'hui, on poursuit le Zimbabwe pour indemniser les Blancs qui avaient perdu leur terre. Et ils demandent, il y a la pression des États-Unis, bien sûr, de la Grande-Bretagne, surtout les deux, pour que le gouvernement actuel paye des milliards à ces Blancs qui avaient perdu leur terre. Et l'international également avait fait d'ailleurs une délégation pour aller proposer son soutien au gouvernement du Zimbabwe. Alors, pour ce qui concerne le Sénégal, bien avant l'élection, l'international progressiste avait fixé son regard sur le Sénégal. Et je leur filais des informations sur l'évolution de la situation. Et dès la prise du pouvoir par PASTEF, ils se sont dit, voilà, on va proposer notre soutien sur tous les plans à PASTEF. Il y a eu une première visite par la coordinatrice internationale
Warcha, d'origine indienne, qui a séjourné ici, que les camarades de PASTEF avaient rencontré, et qui avaient rencontré les camarades de FRAPP, mais qui avaient rencontré également quelques membres de PASTEF à l'époque, et des députés à l'époque. Elle avait rencontré donc des gens là. Mais il y a eu une deuxième visite, une délégation, ils étaient 3. Et lors de la deuxième visite, nous avons été reçus au niveau du ministère des Affaires étrangères. Et ensuite, il y a eu une séance de travail avec le secrétaire général de PASTEF et certains membres du bureau politique de PASTEF, donc qui étaient là. Et il y a eu un protocole en fait d'entente entre PASTEF, en tout cas le secrétaire général de PASTEF, et l'international progressiste pour voir comment ils pourront travailler pour que l'expertise de l'international progressiste puisse servir la lutte que mène le régime actuel, par exemple en ce qui concerne la renégociation des contrats, les rapports avec le Fonds monétaire international, etc. etc. Voilà. Donc, de manière générale, l'international progressiste soutient, comme je dis, toutes les forces qui luttent aujourd'hui, et notamment dans le sud global. Alors, la structure organisationnelle, je ne vais pas trop passer de temps parce qu'il y a le conseil qui est composé d'éminentes personnes qui définit la stratégie. Et parmi les membres de ce conseil, le président colombien est membre du conseil de l'international progressiste. L'ancien président de l'Équateur, Rafael Correa, est également membre du conseil. D'autres personnalités éminentes aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique du Sud, ainsi de suite, qui sont membres du conseil et qui définissent donc la stratégie de l'organisation. Bon, entre autres, mobiliser des fonds, le conseil mobiliser des fonds pour l'organisation. Alors, le deuxième, c'est le cabinet. C'est l'organe exécutif, c'est-à-dire le travail au jour le jour. Moi, je suis membre du cabinet. Nous sommes 8 dans le cabinet, c'est l'organe exécutif, et qui se réunit une fois par mois. Hier, par exemple, il y avait une réunion du cabinet, mais je n'avais pas pu y assister à cause du forum. Voilà. Le secrétariat qui est l'organe opérationnel et qui est situé en Inde, parce que la coordinatrice se trouve, c'est une Indienne qui se trouve donc, c'est là-bas où se trouve le secrétariat qu'elle coordonne. Voilà. Alors, mais il y a un processus de réorganisation du secrétariat pour avoir non seulement un secrétariat au niveau global, mais des secrétariats au niveau régional. Des secrétariats au niveau régional, par exemple Afrique, Amérique latine, Amérique du Nord, Europe. Bon, en Europe, l'un des interlocuteurs de l'international progressiste, c'est la France insoumise, avec Jean-Luc Mélenchon. Les membres, c'est, si vous voulez, vous pouvez tous être membres de l'international. Il n'y a aucune condition, c'est d'être anti-impérialiste. C'est de lutter contre le système dominant
Par exemple, aujourd'hui, je crois que la ligne de partage entre les anti-impérialistes et les autres, c'est ce qui se passe en Palestine. C'est ce qui se passe en Palestine. Le génocide du peuple palestinien. Je crois que tous ceux qui luttent pour la liberté des peuples, pour la souveraineté des peuples, sont du côté de la Palestine. Contre le fascisme israélien, je dirais même fascisme américano-israélien. Donc la ligne de partage, c'est ça. Et c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a aucune condition préalable, sauf d'être anti-impérialiste. Voilà. Alors, le mouvement engagé sur différents fronts, par exemple, soutien au mouvement ouvrier, notamment, il y a eu un certain nombre de mouvements au niveau des États-Unis même, contre certaines multinationales, comme Amazon. Il y a eu un fort mouvement au niveau des travailleurs d'Amazon qui ont reçu un soutien très actif de l'international progressiste. Les grèves, que ce soit en Inde, d'où est originaire notre coordinatrice, ou en Europe, ou en Afrique, ou en Amérique latine, le mouvement ouvrier, partout, pour ses revendications salariales, pour de meilleures conditions de vie, reçoit le soutien de l'international progressiste. Et il y a beaucoup de syndicats qui sont membres. Je vous dire que l'international progressiste comprend des mouvements sociaux, des syndicats, des partis politiques, des personnalités indépendantes. Donc c'est une organisation qui rassemble toutes les catégories politiques, sociales, même culturelles, qui luttent contre le système dominant, contre l'impérialisme et contre l'oppression des peuples. Lutte pour la décolonisation. Voilà, le deuxième front, c'est la lutte pour la décolonisation. Et en Afrique, je crois que l'un des derniers bastions de la lutte pour la décolonisation, c'est le Sahara occidental. Comme vous le savez, ou peut-être que pas tous, le Sahara occidental était une colonie espagnole. Et au moment où l'Espagne a décidé de quitter, le Maroc a revendiqué le Sahara, disant que c'était une partie de son royaume. Mais il y a un mouvement d'indépendance, le Polisario, qui luttait pendant la colonisation espagnole et qui a revendiqué la souveraineté sur le Sahara. Le Maroc a dit non. Et depuis lors, ce mouvement a créé sa république arabe sahraoui démocratique, qui a été reconnue par l'Union africaine, qui avait été reconnue par beaucoup de pays africains, et qui avait d'ailleurs amené le Maroc à quitter l'Union africaine, si vous vous rappelez, du temps d'Hassan II. C'est son fils qui finalement a jugé bon de revenir, mais pendant plusieurs années, le Maroc était hors de l'Union africaine. Mais le problème est toujours là. Il y a le Maroc qui est revenu au sein de l'Union africaine et qui veut expulser la République arabe sahraoui démocratique. Or, jusqu'à présent, l'Union africaine soutient la RSD. Le contentieux au niveau de l'Algérie et du Maroc, c'est surtout à cause de ce problème du Sahara occidental. Donc l'international progressiste soutient la lutte pour l'indépendance du Sahara occidental, la lutte des Palestiniens pour la fin
de la catastrophe, ce qu'ils appellent la Nakba, la fin de la catastrophe, c'est-à-dire quand Israël a été fondé en 1948, quand il y a eu des vagues de massacres de Palestiniens, expulsion de millions de Palestiniens qui sont, jusqu'au moment où nous parlons, des réfugiés dans les pays arabes, c'est ce que les Palestiniens appellent la Nakba, la catastrophe. Et donc l'international progressiste lutte pour mettre fin à la Nakba et soutient la lutte du peuple palestinien au mois de mai de chaque année. Les Palestiniens organisent un certain nombre d'activités en commémoration de la Nakba et l'international les soutient. La défense de la démocratie, on l'a dit tout à l'heure, la défense le danger du fascisme et de la montée de l'extrême droite. Alors, Noam Chomsky parle ici de deux internationales pour la défense de la démocratie. Il y a une internationale réactionnaire et fascisante et l'internationale progressiste. Donc il y a deux internationales aujourd'hui qui se font face. Celle qui défend les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, les droits des nations opprimées à être libres, à recouvrer leur souveraineté, et l'internationale fasciste composée d'un certain nombre de dirigeants aujourd'hui qui sont au niveau de la direction de leur pays. Meloni en Italie. Il y avait Bolsonaro qui était au Brésil, qui a été battu mais il veut toujours revenir. Mais aujourd'hui, on a Donald Trump aux États-Unis. C'est le chef de file du fascisme aujourd'hui, de l'extrême droite. Et d'ailleurs, ce sont ses amis. Et le président argentin, Milei, et la première ministre italienne était à son inauguration à Washington, en janvier 2025. C'est pour dire donc que cette internationale fasciste a été galvanisée par l'arrivée de Trump au pouvoir. Et ce sont tous des soutiens inconditionnels de l'État terroriste et génocidaire d'Israël. Okay? Et il y a eu... attends, je remonte un peu. Oui. Voilà, au mois d'octobre 2020, il y a eu à Madrid une rencontre pour mettre en place de manière formelle cette internationale fasciste et donc qui coordonne ses activités, et c'est devenu une force avec laquelle il faudra compter, et surtout après l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Bon. Alors, ils veulent lutter contre le communisme, contre l'avancée du communisme, et ces partisans de l'international fasciste pensent que le communisme c'est le danger principal et que les revendications des pays et peuples du Sud constituent un danger, bien sûr, pour leur pouvoir, leur hégémonie, non seulement économique, mais également politique et intellectuelle. Alors, et face au danger du fascisme, face au plan de guerre des États-Unis et des autres pays, l'international veut former les forces, rassembler les forces qui sont pour la paix, que ce soit les États ou des personnalités indépendantes ou des associations, pour contrer les plans de guerre des fauteurs de troubles, notamment Israël, les États-Unis et l'Europe. Parce que ce qui se passe chez nous,
Dans le Sahel, le terrorisme est un des instruments de l'intervention des pays qui cherchent toujours à mettre la main sur nos ressources. Okay? Donc, c'est pour conjurer ce danger que l'international essaie de faire avancer le projet de paix en 2025. Ils sont en train de rassembler un certain nombre d'organisations et de pays. Voilà, le Forum pour la paix en 2025. Voilà. Maintenant, le volet développement, il donne ici une citation de Thomas Sankara, où est l'impérialisme? Regardez vos assiettes. Quand vous mangez le riz, le maïs et le mil importés, c'est ça l'impérialisme, disait Thomas Sankara. C'est-à-dire cette dépendance, nos économies extraverties, qui ne vendent que des matières premières pour la plupart, et qui achètent tout de l'extérieur. C'est cette dépendance que dénonçait Thomas Sankara et qui fait de nous des pays très vulnérables. Et donc, l'international veut faire revivre l'esprit du nouvel ordre économique international qui avait été lancé en 1960, il y a 50 ans, aux Nations Unies, et qui avait permis aux pays du Sud global de faire porter un certain nombre de revendications au niveau du système des Nations Unies sur les prix des matières premières et autres. Donc ils veulent faire revivre cet esprit du nouvel ordre économique international. Et la question de la dette également, la question de la dette qui est une question qui nous est très familière ici, au niveau du forum social, et qui a mobilisé des énergies pendant des années à travers le monde. Et cette question aussi est prise en charge par l'international progressiste. Et ils ont élaboré un document pour faire des propositions de résolution de cette dette. Voilà, je crois que ce sont les quelques fronts dans lesquels est engagé l'international progressiste. Bon, à cela, il faut ajouter bien sûr la question du changement climatique, la question du terrorisme et d'autres questions connexes. Donc voilà, si vous voulez, la présentation que je voulais vous faire de l'international progressiste. Je vais demander à mes camarades du panel s'ils ont quelque chose à ajouter. D'abord, Suleiman Assef, qui a rencontré les délégations qui sont venues, qui est membre même de l'international socialiste. Suleiman. Merci beaucoup, doyen, pour la présentation de l'international progressiste. Donc une organisation, comme vous le dites, que le FRAPP a rencontré, même 2 fois, avec vous une fois, une autre fois avec Nongo Sambasila, qui est aussi membre de l'international progressif. Et on a eu beaucoup d'échanges avec l'international sur beaucoup de sujets. Et j'aimerais peut-être revenir sur le dernier sujet que vous avez abordé, qui est le sujet de la dette, qui est le sujet sur lequel on a beaucoup échangé avec l'international progressif et d'autres organisations progressistes. Dans le cadre de... Là, bon, c'est un sujet qui est d'actualité parce qu'on a vu là dans la loi de finances rectificative qui va aller à l'Assemblée nationale demain, on a 59% du budget qui est consacré au remboursement de la dette. Donc là, on a une dette qui est énorme et qu'on est obligé de payer. Et avec l'international progressiste et d'autres organisations, on est en train de vouloir rassembler l'ensemble des forces progressistes pour qu'on puisse faire l'audit citoyen de cette dette-là, pour savoir sur cette dette, parce qu'on ne peut pas continuer à supporter une dette qui est dans les poches
des pontes du régime de Macky Sall. Donc il faudrait que tous les forces progressistes, justement avec des initiatives comme l'International progressiste, se réunissent pour faire l'audit de cette dette-là, pour savoir quelle partie de cette dette est odieuse. Parce qu'on ne peut pas continuer tous les ans à avoir un budget de presque 5 000 milliards où les 3 000 milliards vont servir à rembourser la dette. Parce qu'on l'a vu justement dans les discussions qu'on a eues avec l'International progressiste et des éminents économistes comme le doyen Dembélé, que la dette n'a été... le taux de la dette du Sénégal a toujours été de 70% au minimum. Là, avec les faux chiffres, on voit qu'on est à 100% et que la dette est retombée à un niveau soutenable. Une seule fois, c'était en 2000, avec l'initiative de l'annulation de la dette qui a été menée par les forces progressistes. Et aujourd'hui, pour éviter de faire porter à notre gouvernement progressiste ce fardeau de la dette, il faut que les forces progressistes se réunissent pour faire l'audit de cette dette-là, pour enlever au moins la partie de cette dette qui a servi à réprimer les manifestants, à celle qui est rentrée dans les poches des pontes de l'ancien régime, celle qui a financé l'enrichissement illicite et le blanchiment de capitaux, qui s'est passé au Sénégal de 2012 à 2024. Donc aujourd'hui, moi, c'est ce message-là que je voudrais lancer avec des organisations progressistes sont déjà dans cette mouvance avec l'International progressiste, avec des organisations comme Debt for Climate. Et il serait intéressant que les organisations du Forum social africain, donc toutes les organisations progressistes d'Afrique de l'Ouest, rejoignent cette dynamique-là pour que le Sénégal soit une phase test. Et aujourd'hui, la dette odieuse ne concerne pas que le Sénégal. Qu'on fasse après une avancée dans les autres pays d'Afrique de l'Ouest pour faire les audits citoyens de cette dette-là, pour pouvoir enlever du fardeau de la dette la part qui est vraiment illégitime, parce qu'on ne peut pas continuer à payer une dette qui n'a pas servi au peuple sénégalais, au peuple africain. On ne peut pas continuer à payer une dette qui est dans les poches de nos dirigeants ou qui sont dans des banques suisses ou européennes. Ce n'est pas soutenable. On ne va pas continuer à mobiliser plus de la moitié de notre budget à payer une dette qui ne nous a pas servi. C'était plus le message que je voulais passer pour appeler toutes les forces progressistes d'Afrique de l'Ouest à rejoindre cette dynamique-là avec l'International progressif pour pouvoir faire l'audit citoyen de la dette au Sénégal et en Afrique. Merci beaucoup. Certains points de la présentation et de l'orientation, c'est d'abord la permanence de la solidarité internationale par rapport à une forme d'injustice, par rapport à l'injustice proprement dite. Parce que historiquement, je crois que ce combat a toujours été mené d'une manière ou d'une autre, sous une forme ou sous une autre forme. Mais depuis quelques années, je crois que ces 15 ou 20 dernières années, nous avons senti qu'il y avait un certain relâchement dans la coopération interorganisation et intercitoyen pour répondre effectivement au changement de société qui s'est opéré, parce que tous les pays ont été touchés par le phénomène de libéralisation économique. Ça a fracturé les sociétés, on le voit aujourd'hui dans les grands pays, combien de fois ces sociétés aussi sont aujourd'hui dans une approche conflictuelle entre ceux qui ont les moyens et ceux qui subissent en fait la réalité. Mais le problème, c'était la coordination des efforts, à la fois sur le plan intellectuel, parce qu'il faut aussi construire des concepts pour pouvoir prendre en charge la nouvelle situation qui s'est créée. Et donc, sentir qu'il y a depuis 5 ans, il y a une nouvelle dynamique qui se remet en place, qui réactualise l'approche justement de tout ce qui a été mené comme bataille pour la justice au niveau général, mais aussi au niveau individuel, au niveau particulier. C'est qu'il y a un nouvel engagement qui est en train de naître
Et c'est ça surtout qui est extrêmement encourageant. Parce que si je prends le cas de l'Afrique, il existe des dynamiques sociales qui ont cours, mais il faut savoir que la pertinence et l'impact de ces dynamiques a pêché pendant un certain temps. On salue le réveil du Sénégal parce qu'à travers le PASTEF, parce que ça a ouvert des brèches dans à la fois la réflexion politique, mais aussi dans l'approche, je dirais, active. C'est qu'on était un peu désespéré quelque part, il faut qu'on se le dise. Il y avait de moins en moins de luttes, il y avait de moins en moins justement de contestations, à part dans les différents pays par rapport à la gouvernance uniquement. Mais on ne l'inscrivait pas dans une approche globale, dans une approche de remise en question des politiques qui fondent effectivement nos contestations au niveau local. Et ça, je crois que l'existence d'une internationale pareille permet d'élargir la réflexion, permet d'aborder le problème sur un plan, je dirais, beaucoup plus politique et beaucoup plus général. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas spécifique simplement à un pays, c'est que nous sommes tous dans la même direction, mais nous subissons les mêmes situations et il était important qu'effectivement ces espaces se recréent pour permettre aux uns et aux autres de mieux comprendre le changement qui s'opère et les responsabilités qui nous incombent. Le deuxième aspect que je voulais dire, peut-être, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on garde quelque chose à l'esprit. Le progrès reposait à la fois sur la protection des droits, sur une approche aussi morale aussi. Mais c'est qu'aujourd'hui, le droit a sauté, le droit international n'existe plus. L'humanisme qui régentait tant soit peu justement ce dispositif juridique qui sous-tendait effectivement certaines lois, mais cet humanisme-là aujourd'hui, institutionnellement ou légalement, ce n'est plus respecté. Nous ne sommes plus dans l'approche de respecter. La morale ne tient plus face aux États. Parce qu'on a tout, et l'exemple de la Palestine est venu encore matérialiser ce qu'on savait déjà, que derrière tout le slogan, derrière tout ce qu'on a appelé la communauté internationale, derrière tout ce qu'on a appelé la solidarité, l'aide au développement, etc., etc., c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation brutale. Ça nous interpelle, ça nous met face à tout ce qu'on a pensé, aux concepts que nous avons consommés, les grilles de lecture de notre évolution, à la fois au niveau national, au niveau international. Mais cette grille de lecture aujourd'hui, conceptuellement, ça n'a plus sa raison d'être. Il faut encore de nouveaux concepts qui pourraient prendre en charge cette évolution-là, la situation actuelle et les perspectives qui s'annoncent. Parce que nous sommes dans une approche maintenant, je dirais, du hard power. Ce n'est plus le soft power à travers les règles, à travers nos sanctions. Mais aujourd'hui, c'est la force. C'est la force, c'est l'autonomie des pays, c'est l'autonomie du citoyen. Or, il se trouve qu'au niveau national, l'autonomie des citoyens aujourd'hui n'est plus respectée parce que nos règles nationales ne les couvrent pas, ne les protègent pas. Donc, il y a cette dynamique internationale qui se met en place. Il est important que nous revoyions aussi le progrès à travers une nouvelle grille conceptuelle d'action, de conception et de réflexion. Parce qu'on ne peut plus utiliser les anciennes grilles pour pouvoir apprécier une situation aujourd'hui qui est incertaine. Même les grands pays ne savent pas dans 5 ans comment les orientations vont aller. On suit les États-Unis, c'est vrai, d'une certaine manière, mais aujourd'hui, en termes d'orientation, personne ne sait ce qui va se passer dans les 5 prochaines années. Parce que chacun s'est recroquevillé justement sur son pays. On est dans une forme de survie économique, d'une survie de puissance, et ça, on ne s'embarrasse pas du respect des règles, on ne s'embarrasse pas de certaines démarches. Donc je crois que pour nous, en Afrique, il est aussi important que nous revoyions notre lecture de notre évolution, de la gestion publique aussi, des politiques publiques, il faudrait qu'on les revoie. L'aide publique, ça n'a plus de sens, ça n'a plus sa raison d'être, il faut la formuler autrement. L'assistance humanitaire aujourd'hui dans nos pays, comment ça va se formuler? Les injustices qui ont cours aujourd'hui dans nos pays, nos États sont déjà faibles en termes de respect des règles, en termes de redistribution des revenus. Mais sur quelle base nous allons fonder justement ça? Parce que nos constitutions, nos approches politiques sont fondées sur une politique globale qui avait cours. Mais cette politique aujourd'hui a atteint ses limites aussi. Alors dans quelle conception nous allons concevoir l'évolution de nos sociétés?
Et je crois que l'exemple du Sénégal est très intéressant parce que nous observons tous comment le Sénégal se bat pour essayer de faire valoir dans un océan où nous sommes tous en train de chanter la même chose. Nous n'avons pas de réponse dans aucun pays aujourd'hui où nous avons une réponse parce qu'on nous a ramené simplement à la gestion technique, mais pas à la conception de l'évolution de notre société. Parce que ça, c'est pris en charge par d'autres institutions. Or, c'est là aussi où nous sommes attendus. Il faut qu'on crée de l'espoir. L'espoir ne peut pas se créer si les jeunes et les gens ne savent pour agir. Il faudrait que tu rêves. Si tu ne rêves pas, tu ne peux pas réaliser grand. Mais tu vas rêver sur quoi? Tu n'arrives pas à cerner l'évolution de ta propre société. Et je crois que ce genre d'organisation nous permet d'approfondir la réflexion, d'approfondir justement les orientations politiques et idéologiques que nous pourrions avoir. Et donc, je voudrais attirer notre attention sur cela aussi, qu'on l'inscrive dans ce concept. Les rapports de force aujourd'hui, ce n'est plus l'encadrement. Vous avez vu les crises qui se passent. Les Nations Unies n'existent plus. Ça n'existe plus. On ne les respecte pas. On ne respecte plus les règles. La règle appartient maintenant au plus fort. Là où j'ai mes intérêts, c'est là où j'applique, justement. On n'a plus besoin de gants. Donc ça, en tant que jeune pays aussi, c'est fragile, mais nous sommes obligés de nous interpeller par rapport à nos conceptions, par rapport à nos rapports avec le politique, par rapport à nos États. Je crois qu'il y a lieu qu'on se remette aussi en question pour ne pas rater encore le coche. Je vous remercie. Merci. Merci. La logique africaine voudrait que quand on se retrouve à la cour des rois et que les aînés sont là, en principe, nous autres, les plus petits, n'ont pas droit à la parole. Voilà. Mais bon, comme nous sommes allés à l'école des Blancs, il y a une nouvelle donne qui se produit. Donc finalement, on se positionne à côté d'eux pour dire des petites choses pour les accompagner, afin qu'ils s'assurent que demain, quand ils seront fatigués ou bien ils ne seront plus là, que la relève est bien assurée. Donc dans ce temps-là, je prends la parole et voilà, je leur demande l'autorisation parce qu'effectivement, avant de dire mon point de vue, c'est eux qui m'ont formé. En 2000, quand je venais dans le mouvement social, j'étais carrément un ningo, je ne maîtrisais pas les enjeux. Si vous voyez, je les ai frottés, mais je les ai beaucoup fatigués aussi. Hein. C'est vrai. Ah, ça, je les ai beaucoup fatigués. Parfois, j'ai des points de vue complètement contradictoires. Je me rappelle le point de vue que j'ai eu à ma tante Aminata à Porto Alegre. Et puis après, elle est venue dire, ah, Dambélé, ton petit frère là, apparemment. Est-ce que vous voyez? Donc, finalement, notre choc nous a permis quand même de tracer un chemin qui fait qu'aujourd'hui, on comprend les enjeux. Alors, je salue l'avènement de cette initiative, parce que pour moi, ça vient combler un vide au niveau du processus du Forum social mondial. C'est le vide à la fois idéologique et politique. Parfois, on a l'impression qu'on navigue à vue au niveau du processus du Forum social. Il n'y a pas de structure qui dirige, il n'y a pas quelqu'un qui parle. Et finalement, vous avez vu, c'est comme si on navigue à vue. Deuxième chose dans ce processus du Forum social mondial, c'est que c'est nous autres qui sommes du Sud en Afrique qui sommes plus ou moins lésés dans cette approche-là. Donc, ça vient combler un vide. Et c'est pourquoi je salue l'avènement de cette initiative, à laquelle j'appelle tout le monde d'y adhérer, parce que ça permet de remettre l'homme au centre des choses, la dignité humaine au centre des choses. Aujourd'hui, Grand Frère a utilisé l'expression, comment il s'appelle, fauteuil de trouble. Moi, je trouve que c'est trop caresser la bête du sens de la chose. Ce ne sont pas des fauteuils de trouble, c'est des criminels simplement, c'est des génocidaires. C'est-à-dire, voilà des sociétés qui se sont construites sur le sang et la sueur des autres, à travers l'esclavage, à travers la colonisation, à travers la mondialisation. Aujourd'hui, on voit à visage découvert. Je ne sais pas si vous avez cette chaîne ici. Moi, j'aime beaucoup suivre National Geographic. Vous suivez National Geographic. Pour comprendre notre monde, là, il faut suivre National Geographic. Comment les prédateurs, les lions, les panthères abusent des autres animaux pour survivre. C'est la même chose qui est en train de se passer, l'état de jungle. Et comme on le dit en droit, celui qui a le pouvoir est tenté d'en abuser, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Et c'est pourquoi je salue cet événement pour mettre fin, ou bien pour essayer quand même de contrer, comment ça s'appelle là, cette pensée unique qui pense que c'est eux seuls qui ont raison.
Deuxième chose extrêmement importante, hier, l'ex-premier ministre disait qu'il faut tirer la jeunesse, voilà, parce que le discours qu'on sert, même s'il est faux, chez nous on dit, le mensonge, quand il dure, il finit par devenir la vérité. Aujourd'hui, on fait croire que c'est Gaza, comment ça s'appelle, c'est les Palestiniens qui ont tort, c'est les Iraniens qui ont tort, et finalement, à force de faire ce matraquage psychologique à travers les médias, on finit par croire que c'est vrai, alors que c'est du faux. Aujourd'hui, les relations internationales sont basées sur deux choses, le mensonge et la violence. Le mensonge et... J'étais aux Nations Unies en 2000 quand j'ai vu la représentante de brandir des images, et finalement, tu as l'impression que c'est la vérité, mais quand tu vois au fond, c'est vraiment du vide, rien que pour servir, comment ça s'appelle, les intérêts. Donc, il est extrêmement important qu'on prenne à bras le corps cette initiative, surtout nous, au niveau du Sud. Et j'en vais vous prendre deux exemples. En 2009, le président Hugo Chavez avait invité un certain nombre d'acteurs au Venezuela, et j'ai eu la chance d'être dans cette délégation avec la tante Ami. C'est un truc de parlementaires au niveau de l'Amérique du Sud. Okay? Et donc, après l'ouverture, il a demandé de prendre quelques éléments de la délégation et il nous a reçus au deuxième niveau du sous-sol de la présidence. C'est-à-dire quand vous descendez jusqu'au deuxième niveau. Et on est rentré à 8 h, on en est ressorti à 18 h. 8 h, à travers l'émission qu'ils appellent Allo Presidente. On est rentré à 8 h, on est ressorti à 18 h. Nous avons servi des sandwichs, mais lui, il n'a pris que des cacahuètes. Et ce jour-là, quand j'ai pris la parole au Forum national sur la dette et la pauvreté, il dit, attends, voici des structures que nous devons accompagner. Et parce qu'il était franchement opposé à la question de la dette. Est-ce que vous voyez? Et deuxième exemple que je vais prendre, toujours concernant ce pays, c'était en décembre 2022, à la réunion du Conseil international à Tunis. Okay? J'avais pris la parole pour présenter le bilan de la participation de l'Afrique dans le dispositif où je fustigeais le fait que les gens nous marginalisaient. Et à la pause, une dame m'approche. Oh, c'était la chargée d'affaires, je ne savais pas. Elle me dit, est-ce que vous allez accepter que l'ambassadeur du Venezuela vienne vous croiser à l'hôtel? Je dis, mais quand cela ne tienne. Et il est venu à mon hôtel. On a échangé et il a dit, son souci, comment établir le pont entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. Et je crois que voilà une aubaine. J'ai échangé avec eux. Ils m'avaient mis en contact avec l'ambassadeur du Venezuela au Bénin. On a échangé et puis à un moment donné, les relations se sont interrompues. Je crois qu'on va réchauffer, voilà, pour prendre à bras le corps. Parce qu'on a les mêmes vécus, on a les mêmes problèmes. Et je crois qu'on dit que c'est les oiseaux de même climat qui volent ensemble. Ça va nous permettre quand même de retourner nos dignités. Avant-dernier problème, le problème du Sahraoui. Oui. Vous vous souvenez, même ici à Dakar, en 2011, pendant le forum, la délégation marocaine et les Sahraouis se sont empoignés. Même à Tunis. Heureusement que les deux délégations ne sont pas là. S'ils étaient venus aussi au forum, actuel forum, c'est le même problème qu'on va vivre. Est-ce que vous voyez? Et donc, il y a les Marocains pensent que c'est leur chose. Et les gens aussi revendiquent leur chose. Donc, il est extrêmement important pour nous de comprendre ces enjeux. Et enfin, je vais alterner sur la dette. Oui, c'est par la dette que les gens nous tiennent. C'est ce qu'on dit chez nous. Quand quelqu'un te doit, quand tu dois à quelqu'un, tu n'as plus de dignité. Donc, il faut qu'on lutte pour sortir de cette chose. Alors, je voulais formuler des recommandations, grand frère. Oui. C'est extrêmement important. Il faudrait que nous cessions d'être à la remorque des autres. Parce que chaque fois, les initiatives viennent et c'est nous qui les suivons. Cette fois-ci, on n'a qu'à renverser la tendance. On profite du créneau pour nous positionner et valoriser nos valeurs endogènes. On a aussi de la culture, on a de la à enseigner aux autres. Il ne faudrait pas que ce soit les autres qui nous tirent. C'est pourquoi le secrétariat est extrêmement important. Et aussi qu'on essaie de voir les bonnes pratiques au niveau d'ici, qu'on va aussi inculquer aux zones. Parce que chaque fois que les gens nous voient, ils nous prennent pour des sous-hommes. On a oublié de suivre les autres. Donc, trop, c'est trop. Mais c'est trop, c'est pas trop, c'est trop de Gbagbo, hein. Ça, il a lancé le mouvement trop, c'est pas dans ce sens-là. Oui, c'est pas dans ce sens. Voilà, il faudrait qu'on retrouve, voilà, notre place, notre dignité. Et comme professeur Bouba l'a dit, l'Afrique est la mère des civilisations. Alors comment se fait-il que chaque fois que l'Afrique est la mère des civilisations, mais c'est ici qu'on vient nous imposer toutes les politiques et nous ne faisons que consommer. Donc l'heure est venue de montrer que nous aussi, on sait faire quelque chose et à travers cette initiative,
C'est pourquoi je lance un appel de cette tribune. Quand le grand frère m'a saisi, je lui ai dit les yeux fermés, je m'engage. Voilà. Et donc, c'est la voie qu'il nous faut pour nous sauver. Et enfin, comme il l'a dit, il y a l'international libéral, oui, auquel nos États, et je crois que l'un des vice-présidents, ça doit être mon président, voilà, l'international, ils se sont réunis il n'y a pas trop longtemps, au cours de ce mois, où j'ai vu certains leaders à la fois, Selou, Sidia, tout le monde s'est retrouvé là-bas, à Abidjan. Et ils ont une école où on forme les jeunes à l'idéologie du néolibéralisme. Sans leur dire que le néolibéralisme c'est du capitalisme sauvage. Et généralement, quand les gens se plaignent d'Alassane, je leur dis non, vous ne vous plaignez pas. Quand il a dit qu'il est néolibéral, là, vous avez été content. Mais c'est pour nous imposer des impôts, c'est pour nous imposer des taxes. C'est ce que ça veut dire. Donc si on l'accepte en amont, il faut l'accepter en aval. Donc il faut aller contre ce genre d'idéologie-là à travers la tropicalisation de ce concept-là avec nos valeurs. Voilà en quelques mots ce que je voudrais ajouter pour dire que vraiment nous soutenons cette initiative et il faut l'accompagner. C'est un nouveau bébé, il faut l'accompagner pour qu'il devienne adolescent, adulte et qu'on puisse apporter l'estocade à un certain nombre de choses. Et je termine. Dans mes échanges avec lui, j'ai dit aujourd'hui, même si l'Iran est défait, moi je suis satisfait de l'Iran. Je lui ai dit, même si l'Iran est défait, par la suite je suis satisfait parce que chez nous on dit le caïman boit de l'eau avant de mourir. C'est-à-dire il est dans l'eau, il ne boit pas. Mais avant de mourir, il boit l'eau. Au moins l'Iran a montré que c'est vrai, il est petit, les choses, mais on ne peut pas l'avaler d'un seul coup. Il a porté les stockades. Il faudrait que nous aussi nous allions dans ce sens-là, pour montrer aux gens, oui, vous êtes forts, mais on peut aussi vous apporter un coup. Merci. Merci beaucoup, petit frère Diakalia. Bon, on donne, s'il y a quelques personnes qui veulent réagir, faire des remarques, poser des questions. Bonjour, ¿cómo allez-vous? Ça va. Excelente. Agradecido por este foro. Es una expresión de construcción internacional progresista y para nosotros desde Venezuela revolucionaria. Bueno, bonjour à tous. Je veux remercier pour votre présentation. Je suis ici pour rencontrer avec l'expérience et la position du Venezuela avec l'impulso del proceso revolucionario. Todo el mundo dice Venezuela, Venezuela, muy bien, excelente. Pero estoy obligado en este espacio a mencionar a la delegación que con el espíritu de lucha del comandante Chávez, con la energía de nuestros ancestros afroindígenas, estamos hoy acá. Ella es, o somos nosotros, Roraima Gutiérrez, quien es secretaria del Cumbe Internacional Afrodescendiente y Africano, nuestro profesor Argenis Delgado, quien es uno de los ideólogos más, digamos, connotados del movimiento afro-venezolano, Aarón Liendo, nuestro traductor, y el compañero Felipe Cordero también, que está en la embajada venezolana. Nous sommes ici par l'impulse et l'esprit de la révolution bolivarienne de l'hierarchie du commandant Chávez à la revendication de la lutte afrodescendante. Ici, nous participons à ces activités. Madame Roraima Gutiérrez, c'est la secrétaire générale de la plateforme del Cumbe Internacional Afrodescendant, et Monsieur Argenis Delgado, activiste et intellectuel afrodescendant, Johnny Gutiérrez, también activiste pour las acciones y les droits de los afrodescendientes, mon personne, ici, le monsieur Felipe, en representación de notre ambassade ici à Dakar. Y además también somos hijos de Chávez. En plus, nous sommes des fils du commandant de Chávez.
Como ustedes saben, Venezuela es un país asediado desde hace muchos años, desde que llega la Revolución Bolivariana al poder, y hoy en día estamos atravesando un proceso de sanciones, que no son sanciones, que en realidad son medidas coercitivas, llevan por más de 1000. Actuellement, Venezuela, historiquement, Venezuela, sans l'arrivée de la révolution bolivarienne, enfrente la lutte avec les impérialismes, avec les États-Unis. La lutte avec les États-Unis, et actuellement, Venezuela enfrente la imposition de sanctions. Y ese proceso ha sido muy difícil, muy difícil. Nuestro pueblo ha sufrido reveses electorales y hemos tenido grandes victorias. En 26 años de revolución hemos tenido 32 elecciones, 32. Y una de las más fuertes desde el punto de vista político fue en el 2015, cuando la Asamblea Nacional fue de oposición en su mayoría, y años después, en el 2017, el presidente de Estados Unidos, en esos años, también estableció que Venezuela era una amenaza inusual y extraordinaria. Y lógicamente eso nos permitió a nosotros redimensionar todo el gobierno revolucionario y establecer medidas revolucionarias, valga la expresión, para organizar a nuestro pueblo. C'est très difficile pour la révolution bolivarienne, mais le travail avec le gouvernement, les peuples unis, avec les organisations et l'impulsion de la démocratisation du pays, avec la célébration de plus processus électoraux, et Venezuela a organisé plus de 300 événements électoraux sur le renforcement de la démocratie, de la participation populaire. En 2017, Venezuela a confronté l'opposition politique à l'Assemblée nationale avec l'organisation populaire, et en 2017, contrasté la lutte avec les États-Unis quand le gouvernement de Washington impose la sanction à Venezuela et le nomme à Venezuela comme une amenaza inusual avec su soberanía. Imagínense ustedes un gobierno ejerciendo su soberanía, sus funciones de gobierno para mejorar la calidad de vida de su pueblo, y le ponen ese poco de sanciones. Una persona se autoproclama en una plaza como presidente interino, Estados Unidos reconoce esa presidencia interina, y un conjunto de países fascistas, neoliberales de América Latina y el Caribe se unen a ese concierto para desarticular la democracia venezolana. Imagine la situación que la organización de la Revolución Bolivariana a enfrenté las sanciones de los Estados Unidos, la autoproclamación de un autopresident que los Estados Unidos y los países occidentales han reconocido y financiado, jusqu'à Venezuela a résisté tous les embats avec les impérialistes récemment, actuellement avec le liderazgo del presidente Nicolás Maduro. Y han pasado muchas cosas. Eso, en ese contexto, nos ha obligado a nosotros a organizarnos cada vez mejor, tanto el pueblo como el gobierno. El pueblo tenemos una estructura tan formidable que ya la oposición venezolana no tiene dirigentes que tengan credibilidad con el pueblo venezolano. Es decir, el gobierno desarticuló a la oposición venezolana partiendo de la democracia participativa y protagónica. La oposición venezolana hablaba de la democracia representativa, y nosotros con la democracia participativa hemos logrado de 23 gobernaciones en las elecciones pasadas, de 24, perdón, tenemos 23 gobernaciones. En su experiencia, la Revolución Bolivariana a essayé de fortalecer la participación popular avec
l'enfrontement avec l'opposition politique. C'est très important ce point, mais le fortalecement de la participation populaire a désarticulé l'initiative de l'opposition politique, qui actuellement n'est pas en référent au liderazgo actuellement, mais c'est l'organisation populaire fait l'articulation en défense de la révolution bolivarienne. Actuellement, Venezuela faut célébrer las elecciones de l'Assemblée générale et las élections régionales avec une contundente victoire del polo patriótico y de la élection. Tu es en train de parler vénézuélien, pas en français. Ah oui. Excusez-moi. Bueno, y Venezuela es un país que tiene una revolución en marcha, que no ha sido fácil. Fíjense, el año pasado elecciones presidenciales, este año elecciones de gobernadores, consejo legislativo, diputados de la Asamblea Nacional, y tenemos también elecciones para alcaldes, concejales y consulta pública y reforma constitucional. Por eso nosotros sabemos lo que los compañeros han estado planteando. Nosotros abrazamos todas las luchas, las causas justas y las hacemos nuestras. Se creó en Venezuela la Internacional Antifascista. Sería bueno, en la medida de las posibilidades, articular algunos espacios en función de una agenda concreta que nos permita avanzar. La Internacional Progresista, la Internacional Antifascista, el Cumbe Internacional Afrodescendiente y Africano, que nos permita pues avanzar en función de unir a África y su diáspora contra el imperialismo. Que viva Venezuela, que viva África. Merci. Ouais, c'est très important pour nous, pour compartir pour l'expérience de la République et de la révolution bolivarienne. Aussi, c'est très important la récente initiative de la convocatoria d'un congrès antifasciste à Venezuela, convirtiendo a Venezuela en le centre actuellement de la lutte antifasciste. Le surgimiento del Cumbe Internacional, de la plataforma del Cumbe Internacional de los Afrodescendientes, es otra iniciativa que Venezuela a donnée pour renforcer la lutte anticoloniale et anti-impérialiste. Finalement, se précise l'articulation de los différents mouvements sociaux comme la Internacional Progresista pour renforcer la lutte anti-impérialiste. Viva Venezuela, viva l'Afrique, viva Chávez. Voilà, d'abord je commence à faire remarquer que les valeurs endogènes que Jakaria a voulu promouvoir ici n'ont pas marché, hein? Parce que si c'est ça, il faut commencer par nous là. C'est ça. Il faut commencer par nous donner le temps de nous exprimer. Moi, ton parent. Merci. Donc je continue. J'ai en fait principalement une question. J'ai suivi de très belles interventions qui m'ont vraiment intéressé. J'ai compris que l'objectif visé ici, c'est comment unir les forces progressistes du monde. C'est extrêmement important, et qui parle de progrès je voulais prendre un aspect politique, c'est les questions d'alternance politique en Afrique. Ces questions sont souvent marquées par des coups d'État, par l'avènement impromptu d'une force militaire qui gère les pays et qui met à terre tous les acquis démocratiques. Donc, j'aimerais
comprendre qu'est-ce que l'international progressiste envisage pour endiguer de tels problèmes, parce qu'ils constituent des freins sérieux du progrès, surtout de l'Afrique. Deuxièmement, je voudrais peut-être savoir, puisque j'ai compris qu'il y a des organisations de la société civile qui sont membres, j'aimerais bien vous comprendre comment adhérer pour que alors, mon organisation puisse être membre de l'international progressiste. Je vous remercie. Bonjour, mes salutations à tous. C'est l'occasion de grandes retrouvailles de certains que je n'avais pas vus depuis 10 ans dans d'autres espaces du Forum social mondial. Alors, j'ai failli ne pas intervenir parce qu'on nous donne 1 minute. Et Dembélé a fait un exposé tellement intéressant qui pose les grands problèmes qu'il y a dans ce monde et montre un peu la solution de cette alternative qu'on veut nous proposer. On veut forcément réagir, surtout quand on n'est pas encore membre, c'est un espace pour informer, pour amener les gens à intégrer. Je pense que c'est bon que ce soit un espace qui mobilise les peuples et les secteurs sociaux. J'ai essayé de comparer avec les autres internationales. Je ne peux pas le dire. Il y a l'international libéral, il y a l'international socialiste, il y a l'international centriste. On n'oublie pas. Là-bas, c'est les forces carrément de droite. Là-bas, c'est les forces de la gauche qui se sont... Bon, et les autres centristes qui se disent au milieu. Là, l'intérêt, c'est qu'on voit aussi bien des partis politiques, des mouvements sociaux, des syndicats et des choses comme ça. C'est ça l'intérêt. Et là, vraiment, si on arrive à avoir cet espace-là, ce serait intéressant. Deuxième chose, on est dans le forum social, on dit un autre monde est possible, une autre Afrique est possible. Mais on doit éviter d'être dans le panafricanisme nostalgique. On dit oui, les savoirs traditionnels. On a des savoirs extrêmement intéressants, mais on a des traditions rétrogrades concernant les femmes. Nous, on se veut, on n'est pas des conservateurs, cette internationale. Je comptais ça comme internationale de la gauche progressiste, qui veut aller vers le progrès social. Donc en Afrique, on doit faire un tri sur nos traditions, on va faire un tri pour sélectionner nos bonnes traditions et éviter les traditions conservatrices concernant les femmes et d'autres choses comme ça. Je pense qu'il y a tout un effort qu'on doit faire de réflexion pour avoir une alternative. Entre autres, c'est la question du panafricanisme, qu'on évite le panafricanisme nostalgique, mais également les micro-États. Le cas du Sénégal est intéressant. On doit discuter sur la démocratie. Il y a tout un combat pour la démocratie dans un espace. Et finalement, on a eu une alternance. Mais ce que l'autre disait sur les micro-États, le nouveau régime a énormément de problèmes aujourd'hui. Qu'on se dise la vérité. Au bout d'1 an et demi après, les gens se posent beaucoup de questions. Est-ce qu'on va avoir une vraie alternative? Est-ce que cette alternance va se transformer en alternative de gauche au profit des populations? On parlait de la dette, mais comme l'a dit le gars de... mon jeune frère de Troupe, mais Macky Sall nous a laissé une dette énorme, mais le nouveau régime a fait en 1 an et demi presque 2000 milliards de dettes. Parce qu'ils disent qu'ils ont trouvé une situation très difficile et ils doivent régler les urgences. On dit même qu'en 2 ans, ils ont fait plus de dettes que ce que Macky Sall a fait en 3 ans, parce que le FMI a profité de ce rapport pour dire que nous, on suspend tout. Alors, il faut discuter de ces questions-là de fond. J'ai fini. Il faut discuter de ces questions de fond pour avoir une alternative en intégrant la question de la démocratie. Comment on va repenser la démocratie? Quelle est notre conception de la démocratie? Le Venezuela, c'est intéressant. Voilà un régime révolutionnaire qui se bat malgré les sanctions africaines, qui organise des élections, qui arrive à gagner avec 50%. Nous, on a des régimes militaires qui se remisent au pouvoir. Alors, il faut régler ces questions-là. Je pense que ça va être l'occasion pour nous, au niveau africain, de discuter et de réfléchir pour régler ces questions. Merci. Bonjour à tous et toutes. C'est Mohamed Gaouné, je viens de la Guinée-Conakry. Je voudrais souligner auprès du modérateur que dans la présentation du doyen Bakary, il y a un élément important qui a manqué.
Il est pionnier de la société civile guinéenne. Et là, c'est grâce à eux aujourd'hui, la société civile guinéenne est bâtie sur tout le terrain. Ils ont construit du sommet à la base, même juste dans les districts. Qu'ils soient remerciés pour ça. À présent, j'ai noté 4 questions. Rapidement, j'ai noté 4 questions. Et je voudrais demander à l'international progressiste quelle est la force de manœuvre de l'international pour contraindre les différents chefs d'État qui ne respectent pas les textes pour éviter de jouer en pompier. Et la deuxième question, je voudrais savoir si au Sénégal aujourd'hui, la société civile est libre de jouer pleinement son rôle de contrôle citoyen avec le nouveau gouvernement. Par quel mécanisme l'international prestige intervient dans les pays à conflit ou en transition? Parce qu'on constate souvent que la liberté est réduite dans ces pays. Donc avec toute la force sociale que vous avez, quel est le mécanisme que vous mettez en place pour intervenir dans ces pays? Et également, la dernière question, quel est le mécanisme qui est mis en place pour impliquer les jeunes dans les activités de l'international prestige? Je vous remercie. Alors, merci beaucoup vraiment de m'avoir donné la parole. Je pense que c'est très important ce dont on est en train de parler. Si je peux comprendre un tout petit peu, l'international progressiste, c'est un peu la solidarité en pratique. Et donc, moi, très rapidement, ne sachant pas trop sur l'international progressiste, je vais poser une question. Parce que je pense que quand on parle de solidarité en pratique, il faut aller vers la communauté à la base. Les communautés à la base, en fait. Donc je pense qu'à partir de là, c'est une prise de conscience qu'il faut quand même essayer de recueillir depuis la base, parce que généralement, on propose des choses pour des populations sans demander réellement de quoi ils ont besoin. Si on prend l'exemple du Venezuela, quelqu'un en a parlé, là, c'est des communautés à la base qui décident de ce que vous allez faire pour eux. Je pense que l'international progressiste, qui a pour vocation de mettre la solidarité en pratique, peut aller vers ces cas. Ce n'est pas tous les pays qui sont dans cette, voilà, avec cette approche, n'est-ce pas, d'aller vers les populations à la base, les écouter, pas seulement des discours populistes que les politiques font, mais réellement consulter à la base, que vraiment le progrès vienne de la base vers le sommet. Je pense que c'est ça, et c'est la seule question que je vais poser, parce que quand on est jeune, on doit beaucoup plus apprendre. D'autres thèmes, je peux beaucoup plus développer, mais là, je m'en arrête là. Merci. Merci. 1 minute, c'est très bon. Je vous remercie. Je voulais juste partager quelques préoccupations. J'ai bien écouté les communications, notamment sur l'international progressiste. Première question, l'obédience. L'international sera de quelle obédience? Parce que pour moi, il ne s'agit pas de dire progressiste pour que je le situe dans quel ou tel camp. Il faut que vous nous le dites clairement. Deuxième élément, je crois que c'est Zakaria qui l'a dit en disant que les initiatives sont éparses en Afrique et dans le sud global. C'est des initiatives qui considèrent qu'il faut placer l'homme au centre de nos préoccupations. C'est des initiatives qui développent la solidarité, qui veulent l'autonomie et l'indépendance. Alors moi, je pense que quelle est la position de l'international par rapport à ces initiatives? Parce que pour moi, il faut qu'on en arrive à mettre ensemble les initiatives qui peuvent aller ensemble. La dernière préoccupation, c'est la question de la pratique, de la bonne pratique. Nous devons essayer d'être moins frileux. Tout à l'heure, il y a mon ami Zakaria qui dit que tout vient de là-bas. Il faut que nous nous battions pour que les choses viennent de chez nous. Et en développant, j'ai entendu dire qu'il faut tropicaliser.
Quand vous tropicalisez, ça veut dire que ça vient de là-bas. Moi, je pense qu'il faut sortir dans ce schéma-là. Si ailleurs les gens ont de bonnes pratiques, il faut que les gens s'en inspirent, essayer de le mettre concrètement chez eux en essayant de le spécialiser par rapport à nos réalités. Dernier élément concernant le continent africain proprement dit, parce qu'en réalité, toutes ces initiatives qui se battent depuis hier, j'écoute les gens, nous voulons que l'Afrique soit souveraine, indépendante, autonome. Nous le disons, avant nous, d'autres l'ont dit, avant cela, d'autres aussi l'ont dit. Mais en réalité, ça n'avance pas. C'est pourquoi je veux appeler les camarades à une réflexion, que, in fine, le problème de notre monde là, c'est vraiment la question de l'histoire des peuples là. C'est un problème de rapport de force. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, en 2025, le rapport de force dominant, c'est le rapport de force néolibéral, en réalité, qui domine le monde. Ça ne veut pas dire que nous, on doit se battre. Mais il faudrait qu'on parte de là, pour voir quels devraient être les espaces d'acquis qu'on va grignoter, pas étape par étape, en essayant d'avancer. Et là, il faut mettre tout le monde là-dedans. Je pense que les hommes et les femmes politiques ont leur partition à jouer dans ce combat-là. Je pense aussi que nos intellectuels universitaires ont leur partition à jouer. Je pense que nos technocrates, etc., tout le monde, donc essayons de ratisser large et d'être moins frileux. Merci beaucoup. Merci, chers amis, pour vos réactions, et les réflexions et les questions. Bon, je vais vous dire, par exemple, il y a d'abord le fait que, comme je l'ai dit dans le texte, que c'est une organisation jeune, elle n'a que 5 ans. C'est 5 ans seulement que cette organisation a été mise sur pied. Et donc, elle est en train, elle n'a pas encore atteint, comme on dit, sa vitesse de croisière. Par conséquent, il y a des choses peut-être qu'elle ne peut pas faire maintenant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle soutient partout les forces démocratiques. Les forces démocratiques dans le sens de forces qui se battent pour la souveraineté de leur pays, pour la souveraineté des peuples. Parce que la démocratie est tellement galvaudée aujourd'hui. Trump, on dit que c'est la démocratie aux États-Unis. Alors que c'est un criminel qui aurait dû aller en prison. Un fasciste. Mais il dit que c'est la démocratie. OK? Beaucoup de gens vous disent, en Europe aujourd'hui, la démocratie a été vidée de son essence. On élit quelqu'un, il va faire autre chose. Mais pour l'international, ce sont les peuples, c'est-à-dire la souveraineté des peuples qui importe. Sur leurs ressources. Parce qu'on ne peut pas parler de démocratie si ce sont les autres qui contrôlent vos ressources. Et la preuve, l'Afrique est là depuis 65 ans. On organise des élections. Est-ce que ça a changé quelque chose? Rien du tout. C'est parce que tout simplement nos ressources sont contrôlées par d'autres. Donc on est pour la démocratie, mais populaire, peut-être que je peux ajouter ce mot-là. Maintenant, dans les pays, il y a des cas concrets que je peux vous donner. Ici, l'international a soutenu le combat de PASTEF avant même la victoire. Mais l'international a soutenu le combat de PASTEF. Un autre cas, c'est en Équateur. Tout récemment, il y a eu une élection. Il y a eu quelqu'un de gauche qui était opposé à un gars de droite. Et l'international, évidemment, était du côté du candidat de la gauche. C'était une candidate d'ailleurs. Et l'international avait envoyé une délégation sur place pour concrétiser son soutien. Et l'international a des relais au niveau mondial, dans les médias, où il y a d'anciens présidents qui sont membres de l'international, ou des présidents actuels, comme en Colombie.
L'international a une influence dans pas mal d'institutions. L'international peut envoyer des délégations dans certains pays pour plaider la cause, pour soutenir certaines revendications. OK? Mais, évidemment, elle ne peut pas le faire partout. Il y a des cas qu'elle ne connaît pas bien, donc c'est difficile de s'impliquer. Et c'est difficile de dénoncer des régimes dont elle ne connaît pas encore la nature. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle, si elle connaît, elle soutient, elle va jusqu'au bout. Et c'est ce qui s'est passé avec le Sénégal, et qui a conduit l'international à envoyer à 2 reprises des délégations pour voir ce qui se passe ici et dire, voilà, nous proposons nos services dans votre combat pour changer le pays. Ça, c'est la première question. Non, l'intégration des jeunes, je vous ai dit que l'international est composé d'associations populaires, de partis politiques, de syndicats. Et donc les jeunes qui sont dans des associations peuvent adhérer, bien sûr, à l'international, et leur cause peut être défendue par l'international. Donc en tant que membre, c'est-à-dire toutes les organisations qui sont membres de l'international verront leur cause défendue par l'international, au niveau des pays ou au niveau régional ou même international. Donc c'est de cette manière-là que, c'est comme ça que je peux en tout cas interpréter la question. L'international progressiste et anti-impérialiste, je vous ai dit. Aujourd'hui, dans le monde, la ligne de partage entre les forces progressistes et révolutionnaires d'un côté et les forces fascistes et de droite, c'est le problème de la Palestine. C'est le problème de la Palestine aujourd'hui. Or, l'international progressiste était l'une des premières organisations à soutenir la demande de l'Afrique du Sud pour condamner Israël pour crime de génocide. Et elle fait tout pour que ce dossier ait un soutien, le soutien le plus large possible. Il y a d'autres pays qui ont été influencés par l'international progressiste, comme la Colombie qui a rejoint. Le président colombien est membre de l'international progressiste. Okay? Il y a des membres du régime vénézuélien qui sont membres de l'international progressiste. Des membres du régime brésilien qui sont membres de l'international progressiste. Des membres du régime sud-africain qui sont membres de l'international progressiste. Il y a plus d'une centaine d'organisations aujourd'hui dans lesquelles il y a des milliers de personnes. Il y a des syndicats aux États-Unis qui ont des milliers d'adhérents et qui sont membres de l'international progressiste. Okay? C'est pour vous dire donc que l'international progressiste est du côté des peuples qui luttent. Il y a des communistes là-dedans, si vous voulez. Il y a des non-communistes qui se disent progressistes, anti-impérialistes, contre l'impérialisme américain en premier lieu, contre le fascisme, le génocide israélien. Donc voilà, je pense que c'est clair, c'est net. Pour... Comment? Quand on dit Amérique, c'est capitalisme sauvage. Capitalisme sauvage. Ils sont contre le capitalisme. Anticapitaliste. Je dis, il y a des communistes là-dedans. Oui. Voilà. Bien. Merci beaucoup. Alors, la prochaine, comment on adhère, oui. Et aussi comment capitaliser les différentes initiatives qui existent d'abord sur le continent. Comment l'international progressiste. Alors, l'international est en train
d'étendre ces réseaux au niveau de l'Afrique. Je vous ai dit tout à l'heure qu'au niveau du secrétariat, il y aura bientôt des secrétariats décentralisés. Et en Afrique, on aura un secrétariat qui va regrouper un certain nombre de membres pour la mise, pour concrétiser les politiques de l'international progressiste. Donc, je vous donne un exemple comment elle travaille. Il y a des avocats, il y a des hommes politiques. S'il y a un problème quelque part, supposons la Guinée ou la Côte d'Ivoire, quelqu'un a un problème, un membre ou une organisation qui est membre de l'international progressiste, qui a besoin de soutien sur le plan juridique. L'international peut envoyer des gens qualifiés pour aider la personne ou l'organisation. Elle l'a fait en Amérique latine, elle l'a fait aux États-Unis, elle peut le faire, elle l'a fait au Zimbabwe, en soutenant le gouvernement du Zimbabwe contre les tentatives de la part des États-Unis et de la Grande-Bretagne pour le remboursement des Blancs, etc. Donc elle a des personnes qui peuvent se déplacer à ses frais. Hein. C'est elle qui paye. Vous nous déplacez. Toutes les 2 délégations qui sont venues ici au Sénégal, c'est aux frais de l'international. Le gouvernement sénégalais n'a dépensé aucun sou. C'est eux qui payent leurs billets, qui payent leurs hôtels, qui payent tous leurs frais. Donc voilà l'international. Ok? Elle se met au service d'une cause à ses propres frais. Voilà. Okay. Comment on adhère? Oui. Oui. Comment on adhère? Oui. Pour adhérer, c'est très simple. L'organisation qui veut adhérer nous envoie une demande. Si c'est, par exemple, Diallo, je crois qu'il y a... C'est le CICID. Vous m'envoyez la demande. Moi, je suis membre, comme je vous ai dit, du cabinet. Et je l'envoie au secrétariat. Et tout de suite, après, il y a un canevas qui... Mais c'est très simple. Voilà. OK. Bon, je pense... Je dis comment capitaliser les différentes initiatives qui existent. Mais c'est ce que j'ai dit. Tu as la réponse tout à l'heure, oui. Alors, oui. La dame a supplié, elle peut intervenir. Oui. Oui, je dis les membres du conseil. Non. C'est ce que je suis en train de répondre à votre question. Les membres du conseil. Les membres du conseil, l'un de leurs rôles, c'est de mobiliser des fonds pour l'international auprès d'institutions, des fondations progressistes. L'international n'accepte pas les fonds de n'importe quelle fondation. Par exemple, la fondation George Soros, qui est aussi va ici au Sénégal, l'international ne prend pas l'argent de Soros. Parce que pour eux, Soros n'est pas quelqu'un de propre. Comment? Mais on a des informations. Moi, je connais... Oui, mais nous, on ne veut pas de l'argent de Soros. Voilà. Oui. Soros... Non. La fondation Ford également. La fondation Ford également. Entre autres. Oui. Mais il y a des fondations progressistes. C'est vers elles qu'on cherche les fonds. Mais il y a d'autres fondations, même si elles nous donnent, on ne prend pas. C'est des questions de principe. Parce qu'il y a la ligne de partage
La ligne de démarcation, elle est nette pour nous. Il y a certaines fondations qui font partie du système, qui financent même des activités contre les autres peuples, et on ne peut pas accepter leurs fonds. J'ai donné l'exemple de Soros et tout. Voilà. Bien, je pense qu'on a bouclé la liste. Voilà. Voilà, grand frère, s'il y a une conclusion. Mais si quelqu'un peut... Bon, la conclusion, c'est qu'on vous a présenté une organisation qui est ouverte à tout le monde, qui est une organisation progressiste, qui veut se renforcer en Afrique avec les forces vives progressistes africaines. Progressistes, c'est clair. Et qui vous tend la main. Toutes les personnes qui sont ici, qui sont intéressées, peuvent prendre contact avec moi, soit leur organisation, soit des individus, parce que l'organisation prend à la fois des associations et des individus. Voilà. Non, c'est sûr que l'international progressiste se réjouit d'une telle élection, parce que c'est un progressiste qui a battu d'ailleurs, je crois, un oncle Tom, l'ancien oncle Tom là. Oui, je sais. Si. Non, l'international peut soutenir que des initiatives pareilles. Et puis vous pouvez visiter le site web www.progressive.international en minuscule, tout en minuscule. Donc vous pouvez visiter, il y a des documents en anglais, en français, en espagnol, etc. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre patience, de vos contributions. Merci. Voilà, merci.